Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour une nouvelle vidéo consacrée aux personnes psychorigides. Froides et contrôlantes, les personnes psychorigides cachent en elles de grandes angoisses en réalité. Ce contrôle excessif fonctionne donc comme un mécanisme de défense pour gérer l'anxiété, mais il rend aussi terriblement complexe le quotidien de ces personnes et impacte fortement la qualité de leurs relations. Pour mieux comprendre ce sujet, je pose mes questions aujourd'hui à Audrey Platania, psychologue du développement, directrice clinique et pédagogique des centres Cogitose. Audrey Platania, bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'avoir répondu à nouveau présente à mon invitation pour parler de ce sujet. Assez complexe, hein, on va le dire et puis l'entendre, j'imagine. Mais tout d'abord, pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'une personne psychorigide? Alors ce terme, il faut vraiment le prendre avec des pincettes parce que la psychorigidité, c'est vrai que c'est un terme qui est très galvaudé aujourd'hui. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on va se dire oh là là, il est psychorigide. Dès qu'on n'a pas le même point de vue ou qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va vite employer ce terme qui est rentré dans le langage un peu commun. La psychorigidité, en fait, nous, on emploie plus le terme de personnalité obsessionnelle en psychologie. Même si, bien sûr, ça renvoie à des mécanismes qui manquent de souplesse, qui manquent en fait de flexibilité, hein, on va en parler parce que c'est vraiment le cœur de cette difficulté-là, de pouvoir, en effet, prendre en compte d'autres informations, d'autres points de vue pour remettre en question ce qu'on pense, ce qu'on ressent, notre vision du monde. Mais voilà, d'abord, il faut bien faire attention parce que c'est normal d'être tous un peu psychorigides, on va dire, parce que c'est quelque part le propre de la psychologie. On a tous une manière de voir, c'est ce qu'on appelle la subjectivité, c'est notre grille de lecture du monde et surtout quand ça concerne nos valeurs ou notre identité, on a tous une manière de voir. Mais les personnalités psychorigides, donc plus qu'on va dire obsessionnelles, sont caractérisées, comme vous l'avez dit, par une grande tension interne. Ce sont des personnes qui sont vraiment très pétries d'anxiété et d'angoisse et qui sont caractérisées par un souci très important au niveau des détails. Ils sont en fait très perfectionnistes. Donc chaque détail doit être contrôlé, doit être maîtrisé. Ils ont une rigueur en fait d'analyse qui fait que ils sont constamment. Alors voilà, en plus, ce sont des personnes qui sont jamais tranquilles sur le plan mental parce qu'ils sont tout le temps préoccupés par le fait de bien faire les choses, de ne pas se tromper, de faire au mieux. Donc en réalité, c'est des personnes qui doutent beaucoup, qui Ouais. hésitent. Toujours insatisfaite du coup, mais malgré la recherche de la perfection, finalement, il n'arrive jamais à l'atteindre parce que toujours insatisfait. Toujours insatisfaits parce qu'il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours un détail. Ils sont comme dans des to-do list constamment activés en eux. Ouais. Et donc, jamais dans je savoure le moment présent, je me satisfais de ce qui est fait, mais toujours en train d'aller chercher qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être mieux fait, etc. Donc ça, c'est vraiment leur caractéristique. Voilà. Après, ce sont des personnes qui sont très collées aux règles, à la morale, qui suivent vraiment parfaitement les consignes, pour qui coller vraiment à ce qui est demandé, aux attentes, c'est très important. Alors, sur le plan relationnel, ce sont des personnes qui ont une forme de, et ça, tout le monde le ressent un peu, hein, de froideur en fait. Ce ne sont pas des personnes qui sont très chaleureuses en fait. Ce sont des personnes qui sont beaucoup dans la rigueur et donc dans le formel et qui, pour eux, la légèreté, le badinage, le bavardage, c'est du temps perdu. Et ils Ouais. sont d'ailleurs pas très à l'aise avec l'expression des émotions, l'expression affective, les compliments, enfin tout ce qui est de ce registre-là, on va dire plus des interactions sociales légères autour de la machine à café ou entre collègues, c'est quelque chose pour eux qui n'a pas de sens et surtout qui augmente leur anxiété parce que ça ne fait pas partie de leur matrice psychologique. Ouais.
Du coup, et effectivement, donc insatisfait avec ce genre de relation, mais j'imagine insatisfait avec eux-mêmes, puisque finalement, enfin, la quête de perfection, on sait bien que la perfection n'est pas de ce monde non plus. Donc, j'imagine que ça va être quand même dur au quotidien de devoir vivre avec cette psychorigidité en soi. Et quels sont les autres comportements typiques de ces personnes-là? Alors, si vous voulez, on va prendre aussi le positif. Bien sûr, bah, heureusement. Et c'est un mode de fonctionnement qui fait d'eux des personnes qui sont très, très rigoureuses, très attentives aux détails, très fiables. Donc, au premier contact, en fait, ce sont des personnes qui vont dégager une forme de grande stabilité, mais qui est en fait une raideur, mais au départ qui est vue comme une stabilité et où voilà, ils vont dégager quelque chose de très rigoureux. Ce sont des personnes très bosseuses qui travaillent beaucoup, beaucoup parce que justement jamais satisfaits. Euh, donc d'ailleurs, ils sont très sensibles à l'épuisement, hein, parce que, comme vous dites, d'être jamais satisfait, d'être toujours dans la quête du détail et de la perfection, ben, on sait que ces personnes-là sont très sujettes au burn-out, par exemple. Hein. C'est des Ouais, personnes qui peuvent être. l'épuisement professionnel, Ouais, bien sûr. tout à fait, tout à fait. Mais voilà, ça leur donne un côté très attentive, très fiable, qui dégage aussi des vraies qualités dans certains milieux, dans certains environnements. Et d'ailleurs, on va certainement en parler parce que ces fonctionnements-là, dans certains contextes, dans certains environnements, bah, du coup, s'épanouissent très bien et sont au contraire des éléments très porteurs en Ouais, réalité. Voilà. comme Mais des atouts. voilà, sur le côté, on va dire, plus négatif, bah, ce mode de fonctionnement-là, comme on l'a dit, entraîne un manque de flexibilité. Qui dit manque de flexibilité dit manque d'adaptabilité, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont besoin de routines, de rituels, de choses très, très clairement posées, et où tout ce qui va être nouveauté, imprévu, nouvelle personne, nouvelle dynamique, bah, ils vont avoir du mal à pouvoir s'assouplir pour pouvoir prendre en compte la nouveauté. Donc, de fait, ce sont des personnes qui sont peu créatives. En réalité, ce sont des personnes qui sont très performantes dans les milieux très carrés, très répétitifs, très rigoureux, mais dans les milieux qui demandent plus d'innovation, de créativité, de pensée divergente, on va dire, bien, ce sont des personnes qui ont du mal à s'adapter. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. J'ai une autre question. Devient-on psychorigide ou est-ce que l'on est ainsi? Alors, alors, il y a toujours une part de d'inné et d'acquis, hein, dans ce Ouais. genre de personnalité. Euh, il y a d'abord, je crois, l'impact de la culture, selon dans quel environnement vous naissez, de la culture de la société, mais la culture familiale aussi. La culture de la société, ben, on sait par exemple qu'il y a des cultures qui sont beaucoup plus obsessionnelles et beaucoup plus rigides que d'autres. Hein. D'accord. Exemple qu'au Japon, finalement, si vous êtes un peu obsessionnel et psychorigide, vous allez être ça va être plus porté comme des qualités et des traits d'adaptation à votre culture que dans d'autres sociétés. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la culture dans laquelle on évolue devient de plus en plus rigide et obsessionnelle. Si on regarde, on est aujourd'hui dans une culture où de plus en plus, quand on doit produire quelque chose, on doit fournir énormément de détails, on doit se conformer Mhm. aux règles, Oui, on doit dans cette quête de la performance, c'est ça? Un petit cette peu? quête de la performance et de la sécurité aussi, D'accord. voyez, avec toutes ces normes qualité, avec toutes ces consignes qui sont données et qui, petit à petit, restreignent beaucoup le champ de la flexibilité, de la souplesse, de la créativité, voilà, il faut que ça soit sécure, il faut que ça soit sécurisé, donc vous devez suivre des normes, etc. Donc, il y a aussi à prendre en compte l'évolution de notre société. Et en effet, après, il y a
tout ce qu'on va appeler les schémas familiaux dans lesquels vous baignez depuis la petite enfance et qui vont plus ou moins orienter ce type de personnalité. Donc, en effet, soit vous fonctionnez un peu en ce qu'on appelle en mirroring, c'est-à-dire que vous êtes dans l'imitation de cet environnement-là et ce sont des environnements où il y a peu de place à l'émotion, peu d'écoute à l'émotion et beaucoup tourné vers le sens du devoir, le sens de la performance. Voilà, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que ces personnes-là fonctionnent dans ce qu'on appelle des mécanismes de surinvestissement de la logique. Tout est pragmatique, tout est logique, tout a un sens problème, solution. Il n'y a pas de prise en compte, très peu de prise en compte de tous les aspects émotionnels. Et en effet, ce sont des personnes qui se sont développées dans des environnements où on a peu pris en compte les messages émotionnels, l'expression émotionnelle. Ouais, tu pleures, tu es fatigué, bah, tu vas à l'école, enfin, quelque chose qui est dans le conformisme. Tu dois te conformer au cadre. Voilà. Alors que ces signaux-là enfin, c'est quand même primordial de prendre conscience justement des émotions, enfin, pour son bien-être. Du coup, quand on s'oblige à faire abstraction de ça, on imagine que c'est quelque chose qui doit, je veux Exactement. dire, brûler de l'intérieur. Enfin, quand on essaie de masquer tout ça avec des rituels, Tu as raison, Émilie, parce qu'en fait, l'émotion, c'est pas parce qu'on la coupe, qu'on la bride, qu'on la tient en distance, qu'on la pragmatise, on va dire, que elle disparaît. Enfin, on ne devient jamais des robots. On reste des êtres humains. Heureusement. Heureusement. Et de fait, cette émotion, elle va devoir trouver des manières de s'exprimer. Enfin, elle va agir autrement. Donc, ces personnes-là, d'ailleurs, soit elles sont dans la rétention émotionnelle et puis d'un coup dans l'explosion émotionnelle, c'est-à-dire qu'elles sont sujettes à des formes de débordement où d'un coup il y a de la réactivité, il y a de l'impulsivité, ça explose d'un coup parce que on est en on-off sur le plan de l'émotion. D'accord. Il faut que ça sorte à un moment donné dans tous les cas. Voilà. Ou alors, ce sont des personnes, comme vous dites, qui sont tellement dans l'introversion de l'émotion, dans la rétention, qui sont un peu comme rongées de l'intérieur. Et beaucoup de ces personnalités développent une symptomatologie dépressive parce que ça agit après, ça ronge, ça abîme, ça voilà. Donc, en effet, cette coupure avec l'émotion. Et après, il peut y avoir de la somatisation aussi. Ces personnes peuvent être très sujettes à des mots corporels, parce que l'émotion s'exprime par là, de fait. D'accord. Vous m'aviez dit donc sont nos fonctions cognitives qui sont responsables de notre flexibilité. C'est ça. Alors pourquoi certaines personnes sont-elles peu opérationnelles, ces Alors, fonctions cognitives? voilà, parce que en fait, on n'est pas clivé. Encore une fois, on n'a pas d'un côté la cognition et d'un côté l'émotion. Et l'accueil, l'écoute, l'expression, l'élaboration de nos émotions permet le développement aussi de ce qu'on appelle la neuroflexibilité. Alors c'est sur le plan frontal, c'est dans le cortex frontal et c'est ce qu'on appelle, en neuropsychologie, les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est les fonctions qui sont responsables de notre flexibilité. D'accord. Et elles se développent. Alors, c'est les plus lentes à maturer, parce que la flexibilité, c'est des fonctions de haut niveau, on va dire. Et donc, on réellement mature qu'à partir de 25 ans. Le Ah oui, cerveau, tard. Ah, ouais, d'accord. met vraiment longtemps à maturer sur le plan frontal. Et ces fonctions exécutives, c'est quoi? C'est la capacité déjà à bouger votre focus attentionnel. D'accord? De pouvoir prendre en compte, garder un cap, tout en intégrant ce qui se passe dans votre environnement, ce qui se passe dans le traitement de l'information, pour bouger ce traitement de l'information dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire l'espace où vous réfléchissez, l'espace où vous mettez en place des stratégies. Et donc, en bougeant ce focus attentionnel et en alimentant votre traitement de nouvelles données, ça vous permet de petit à petit trouver des alternatives, adapter les choses, revenir en arrière, bouger les choses. D'accord. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que la flexibilité, c'est hyper important pour inhiber nos automatismes. Parce qu'en réalité, on a tous des automatismes,
On a tous des formes d'habitudes Bien mentales. sûr. C'est très important parce qu'en fait, ça libère de l'énergie. Si on était tout Mm. le temps dans un mode flexible, on va dire, tout le temps dans l'adaptation, on serait épuisé constamment. Donc, Ouais. les automatismes, les habitudes qu'on prend mentalement, ça libère de l'énergie et ça nous permet d'être efficace à plein de moments. Mais la flexibilité permet d'inhiber ces automatismes pour pouvoir s'adapter et flexibiliser en fonction de l'environnement, en fonction de la nouveauté. Voilà. Et ces personnes-là, bah, en effet, ces fonctions cognitives vont être enrayées, vont être vraiment moins plastiques, moins souples. Il y a une forme de Ouais. raideur au niveau cognitif qui bloque les fonctions cognitives et qui vont les empêcher d'être dans l'inhibition de ces automatismes et dans la prise en compte de la nouveauté. Voilà. D'accord. Donc c'est Mais ça effectivement qui nous permet d'interagir avec des données qui changent, hein, toujours. On sait, le monde change, notre environnement change, et quand justement on a cette flexibilité-là, plus ou moins prononcée, on arrive à s'adapter, à se mouvoir dans le monde qui nous entoure. Mais alors, ces fonctions cognitives, est-ce qu'on peut les faire évoluer? oui, ah bah heureusement. Oui, oui. À 25 ans, c'est-à-dire que c'est pas fini, quoi. On peut encore Non, travailler c'est pas parce dessus que c'est mature que c'est fini. d'accord. Après, bon, il y a peut-être 2 éléments importants à rajouter. Le 1er, c'est que, ben voilà, encore une fois, on n'est pas clivé et qu'il y a des études, et c'est assez intéressant, qui montrent qu'un des acteurs majeurs de la flexibilité cognitive, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui permet d'améliorer la transmission de l'information et du coup de faciliter les fonctions exécutives et la flexibilité. Et donc, il y a des études qui montrent, par exemple, parce que la dopamine, c'est aussi le neurotransmetteur du plaisir, du Ouais. bonheur. C'est l'hormone du bonheur, la dopamine. Et donc, il y a des études qui montrent, je trouve ça vraiment intéressant, qu'au plus vous êtes d'humeur joyeuse, au plus vous êtes flexible. Au plus vous êtes dans la D'accord. joie, au plus vous baignez dans une humeur, dans des émotions, on va dire agréables, positives, au plus ces fonctions cognitives sont mobilisables et sont accessibles. Donc, je pense qu'il faut vraiment, de fait, pour améliorer cette flexibilité cognitive, jouer sur les 2 tableaux. À la fois améliorer une forme d'apaisement, de bien-être, se retrouver dans des émotions moins de stress et moins d'anxiété, Ouais. pour pouvoir petit à petit développer ces fonctions exécutives et cette flexibilité. Donc, prendre soin de soi, finalement, ça aide un petit peu, voilà, se mettre dans un contexte favorable à la création de dopamine et à travailler cette flexibilité-là. C'est ça, c'est ça. Et pour ces personnes-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de leur environnement, bah, comme tout le monde, remarquez, de qui ils ont en face et de qu'est-ce qu'on leur renvoie qui va les mettre dans un état plus de sécurité, heu, Mmh. ou au contraire qui vont accentuer ce côté, obsessionnel, rigide, tendu, stressé. D'accord? Et oui, finalement, plus on pointe du doigt le problème, plus on va venir finalement Voilà, apporter de. Ah voilà. ouais. C'est vraiment le propre parce que ce qu'on n'a pas dit et ce qui est important, c'est que ces personnes-là, elles ont tendance à agacer beaucoup. Elles ont Mmh. tendance à nous énerver, en fait, nous irriter. Jusqu'à même parfois tyranniser leur environnement parce Ouais. qu'elles sont toujours Parce qu'il très. y a un dialogue peut-être fermé, il n'y a pas de discussion. Donc, si c'est pas comme elle veut, il y a pas il y a pas d'issue. En fait, c'est ça. C'est. Voilà. Mais ce qu'il faut se dire, c'est pas dans leur système de croyance, c'est pas comme elles veulent, c'est comme c'est bien, en fait. Eh Leur oui, système de croyance, d'accord. c'est j'agis pour le bien, j'agis pour que ce soit bien, pour donner à ce monde un peu plus de perfection. Vous voyez? Oui, oui, c'est pas réfléchi de manière machiavélique entre guillemets. C'est pas. Exactement. Alors C'est qu'au bien contraire, ils, comme oui, ça. ils subissent eux-mêmes. Enfin, on le disait tout à l'heure, hein, c'est une presque une contrainte qui se mettent au quotidien de faire bien les choses. Voilà, même si c'est pas, on va dire, de leur volonté propre, mais c'est une quête Voilà, voilà. de faire les Et choses bien. Mais c'est irritant parce qu'ils vont avoir une forme ce qu'on appelle de locus de contrôle externe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils perçoivent
difficultés, les erreurs, comme issues des autres. C'est-à-dire leur fonctionnement, il est bien parce que il est logique, il est dans le cadre, il est dans le souci du détail, et que finalement, c'est les autres qui sont plus légers, trop inconsistants, qui font pas attention, qui voilà. Donc c'est ce côté-là qui va hyper agacer parce que ils vont avoir tendance à être beaucoup dans la critique, beaucoup dans je râle et je me plains parce que finalement les autres, eh ben, ils ont pas cette rigueur, ils ont Oui, pas ils cette... font pas l'effort. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça. Sauf que si en réponse, vous êtes crispé et où vous allez subir cette critique et où finalement vous allez répondre d'une manière aussi critique, voire avec de l'ironie ou voire même dans la provoque parce que ça, au bout d'un moment, ça vous... Oui, la coupe est pleine. Voilà, ben ça va encore plus. Enfin, c'est un cercle vicieux. Ça va encore plus verrouiller chez eux leur mécanisme, leur système de croyance. Et là, il n'y a aucune possibilité d'améliorer entre guillemets leur flexibilité ou leur souplesse d'esprit. D'accord. D'accord. En réalité, ce qu'il faut, c'est C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment faire quand on interagit peut-être dans son entourage proche ou au bureau, mais avec une personne psychorigide, comment on fait pour l'aider, enfin, l'aider, c'est un grand mot, mais en tous les cas, pour interagir de manière apaisée. ben, il faut d'abord pouvoir être flexible soi-même et inhiber notre ressenti d'agacement, voilà, pour passer plus en mode bienveillance et dire que bah, finalement, c'est leur mode de fonctionnement, c'est leur difficulté. Et donc, plus reconnaître leurs bonnes intentions. Reconnaître que bah, ce qu'ils mettent en place, d'abord et avant tout, c'est en effet pour que ça s'améliore, pour qu'on soit bien, pour que ce soit bien fait. Donc, reconnaître leurs bonnes intentions et pas leur renvoyer que il manque de souplesse, blablabla. D'accord. Mais comprendre leur intérêt, voilà, c'est quand même. C'est vrai Voilà, que quand on comprend un petit peu la démarche, ça aide à mettre. c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Voilà. Après, ben, en face, ben, pour pouvoir faire ça, déjà, il faut avoir des assises un peu de confiance en soi suffisantes, parce que quand vous prenez des critiques, des Oui, remarques, oui, ça vous attaque aussi. bien Donc, sûr. c'est important de garder en tête que ce que je me reçois là comme message, en fait, c'est pas à moi que c'est dirigé, Ouais, c'est pas personnel. voilà, c'est quelque Ouais. chose qui lui appartient, c'est son système de croyance, c'est son système de fonctionnement. Donc ça, c'est important. Et après, tout le jeu va être de négocier. Tout le jeu va être dans la négociation. Quelles sont les zones qui sont vraiment intouchables ou pour lui, c'est pas possible d'imaginer pouvoir faire autrement. Et puis après, il faut négocier. Mais négocier avec une personne psychorigide, enfin obsessionnelle, ça doit passer par son langage à lui. Il faut adopter son langage. Son langage, il est dans la logique, il est dans les faits, il est dans les preuves. Vous voyez? Donc, il faut prendre des faits à l'appui, réfléchir. Voilà, cette procédure-là. Alors, toi, tu penses que vraiment, c'est comme ça qu'il faut le faire, mais regarde, si on la fait vraiment, est-ce qu'on ne perd pas du temps? Est-ce qu'on n'est pas trop long? Est-ce qu'on n'est pas trop lent? Est-ce que, voilà, et on calcule avec des chiffres. Il faut que ça soit. Il faut que ça soit précis, il faut que ça soit quantifiable, il faut que ce soit logique. Il faut adopter son langage pour pouvoir petit à petit l'amener à bouger ses Un procédures. petit peu. Voilà. Mais ça peut pas être sur une forme de c'est mieux et toi t'as tort. On est Ouais. obligé de passer par, on décortique et on analyse les détails et on apporte des preuves et du scientifique pour pouvoir négocier certaines choses. Voilà. C'était important en tous les cas de dire effectivement donc, que les critiques, reproches sont pas forcément contre la personne, mais voilà que c'est pour correspondre à son mode de fonctionnement. Quand on sait ça, ça aide un petit peu à arrondir les angles de ce qu'on nous on perçoit de la part de l'autre. Et j'ai une autre question. Comment faire par contre quand la personne psychorigide cherche à nous contrôler?
est-ce qu'il y a un dialogue justement qui peut faire sens auprès de la personne psychorigide pour éviter qu'elle nous contrôle, enfin pour qu'elle comprenne qu'elle va trop loin ou qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors, je pense que c'est toujours un peu la même chose. Si elle cherche à contrôler, si on reste sur ce type de personnalité-là et qu'on ne dévie pas vers une personnalité plus perverse ou quoi que ce soit. Oui. Non, si on est dans ce cadre-là. Voilà, dans ce cadre-là, c'est que cette personne pense que c'est mieux pour nous, que c'est pour nous protéger, c'est pour nous améliorer, c'est dans un sens, encore une fois, de c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est mieux pour toi et c'est plus, voilà. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a une communication, mais pareil, moi, ce que je fais beaucoup en consultation, c'est que je mets des preuves à l'appui. On met des arguments, on pèse le pour et le contre, on quantifie, on regarde les avantages, les inconvénients. Il faut adopter une démarche logique, scientifique, avec des arguments précis, quantifiables. Et dans ce sens-là, alors il y a un dialogue qui peut s'ouvrir et des aménagements qui peuvent s'opérer. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, la société actuelle fait que nous sommes tous plus ou moins psychorigides, nous tendons à le devenir. À partir de quel moment faut-il un petit peu s'alerter d'un comportement psychorigide? Est-ce qu'il y a des petits signes où on se dit, bah là, je vais trop loin. Là, ça devient, je sais pas si on parle de pathologie d'ailleurs ou de, voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a un stade où on se dit, là, c'est trop, il faut que je fasse quelque chose. Alors, on parle de personnalité. Et après, comme je dit, cette personnalité peut développer une dépression, en fait. Ça crée Oui. un trouble anxieux et dépressif. Et c'est là où, en effet, on sent que la personnalité atteint ses limites et où on bascule dans quelque chose qui fait mal, quoi, Oui, la souffrance. Oui. qui crée de la souffrance. Je pense que déjà au niveau relationnel, si on a vraiment beaucoup de difficultés relationnelles, de difficultés à être avec les autres, qu'on a tendance à être très isolé, enfin tout ça va nourrir la dépression, ça va être un cercle, encore une fois, une spirale négative, et où voilà, je pense que la difficulté relationnelle pour ce type de personnes, c'est ce qui va créer le plus de symptomatologie dépressive. Parce que ce sont des personnes qui ont du mal avec l'expression des émotions, avec l'affect, même avec les compliments, avec les cadeaux. Voilà, donc ça, c'est important d'en tenir compte. Et puis aussi le niveau de tension interne. Même au niveau corporel, quand Ouais. on sent qu'on est toujours dans la crispation, dans la tension, dans une forme de raideur, finalement, c'est un peu pareil, la raideur mentale Oui, ça crée se voit juste que sur le corps, en fait, la tenue. on est sans voilà raide. Donc voilà, il est toujours bon d'aller, mais il faut avoir cette part de lucidité. Et ce qui est compliqué avec cette personnalité, c'est qu'encore une fois, dans leur système de pensée, eux, ils font bien. Eux, ils font pour le bien. Donc, c'est difficile pour eux d'entendre, de prendre conscience, d'avoir une forme de lucidité qu'il y a quelque chose qui... Et souvent, cette prise de conscience, cette lucidité, elle apparaît parce qu'ils se sentent trop en difficulté dans les relations aux autres. Souvent, les consultations qui arrivent, c'est on me comprend pas, j'ai des gros problèmes avec les autres, des problèmes au travail, beaucoup dans le milieu professionnel, un certain milieu professionnel. Enfin, ces personnes-là arrivent vraiment très peu à collaborer, à s'intégrer et en souffrent. Voilà, donc par ces indices-là, ça les amène à consulter et après tout l'enjeu, c'est, ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire de leur expliquer, comme on est en train de faire là finalement, qu'est-ce qui tient, de leur fonctionnement, du fonctionnement des autres, voilà. Je pense que la connaissance, le fait, d'être curieux, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les autres, ça permet petit à petit d'être plus plastique. Voilà, de Ouais. pouvoir bouger. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, faut pas hésiter à prendre soin de soi pour cette fameuse dopamine qui va aider un petit peu à avoir peut-être la vie un petit peu plus rose et moins rigide, moins carrée peut-être. Donc,
si je dois résumer, c'est vraiment l'isolement quand on s'isole, quand on a du mal à interagir avec les autres, peut-être qu'on se coupe des autres, que c'est là, peut-être l'épuisement professionnel, La fatigue, cette forme d'épuisement, cette insatisfaction permanente, cette espèce de difficulté, certains le verbalisent très bien, par moment à plus trouver le sens à tout ça, à perdre, mais pourquoi vivre, à quoi, enfin, c'est vraiment comme si le système de plaisir, il était enrayé parce qu'il y avait le système du devoir, de la performance qui était trop développé et cette sensation parfois de plus savoir à quoi ça sert de vivre, quoi. Bien sûr. Bah oui, c'est trop lourd à porter, puis ça crée, on le disait tout à l'heure, des conflits internes, de la souffrance. D'ailleurs, c'est important de les ouvrir à la détente, au loisir, quand on est en couple ou avec des amis qui ont cette tendance-là, à leur proposer des loisirs, de la détente, vraiment d'aller se faire masser, ou faire du sport. C'est très important, ça aussi, pour ces personnalités-là. Mais alors du sport, pas forcément répétitif, pas dans la performance, je cours. Mais des sports qui vont inclure une forme d'analyse de l'environnement, du contexte. Par exemple, au lieu de la course à pied, on va faire de la course d'orientation, vous voyez, où justement, ça permet aussi de développer un ajustement à l'environnement. Voilà, de la danse, enfin des sports où on doit tenir compte de son environnement spatial. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Audrey Platanière, pour votre expertise. C'était comme toujours passionnant. Et bien sûr, pour les personnes donc, qui ressentent certains troubles dont on vient de parler et qui se sentent en souffrance, il ne faut pas hésiter surtout à se rapprocher d'un professionnel. Audrey Platanière, comment faire pour vous contacter, pour vous consulter si on souhaite justement faire appel à vous? Bien, moi, je travaille au centre Cogiteuse. Donc, les centres Cogiteuses, il y en a à Paris, à Marseille, dans différentes villes de France et à l'étranger aussi. Donc, vous pouvez aller sur le site internet où vous aurez toutes les informations pour pouvoir consulter. Je fais une petite digression de fait. Pour ces personnalités-là, alors, il y a l'approche corporelle qui fonctionne bien, tout ce qui va être yoga, méditation, donc qui prend en compte aussi tout ce qui est raideur corporelle. Et après, il y a tout ce qui est plutôt approche TCC, thérapie cognitive comportementale, où là, on va parler un peu leur langage. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on va aller chercher leur mode de pensée, comment tu penses, dans quelle situation, qu'est-ce que tu ressens. Et en fait, de découper un peu les choses comme ça, de le formaliser, ce sont des personnes qui ont besoin de formel, ça leur permet mieux de rentrer dans la thérapie. Voilà. Justement, faire du bien à ces personnes-là, de se sentir entendues et d'avoir, comme on le disait, de parler le même langage pour se faire entendre, se faire comprendre. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel, puisqu'on voit, vous avez les clés pour renouer avec la sérénité, avec de retrouver peut-être des codes un petit peu plus légers et d'apaiser le quotidien. Oui, et je pense que c'est important aussi de rencontrer la personne et son environnement. S'il y a un couple, par exemple, ou une famille, moi, j'hésite pas à voir aussi la compagne ou le compagnon, voire même les enfants, pour les aider eux aussi à se repositionner et pour que l'environnement participe aussi à quelque chose, d'une évolution positive. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces détails. Merci infiniment pour votre temps, votre gentillesse. Et peut-être à bientôt pour un prochain sujet. Il me semble qu'on parle bientôt de la dépendance affective. C'est ça. Un tout autre sujet. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci, au revoir.